Allez, nouveau numéro sur les antennes de la 3. Vous, chers téléspectateurs, que nos amitiés, notre considération soit votre partage. Comme d'ordinaire, nous sommes présents et parés pour 52 minutes d'échange, de causerie, mais de débat. Nul autre part que dans PPLK, l'émission polémique intitulée Pipolémique, tout simplement. Bien le bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, cette émission sera portée par la charmante équipe composée ce soir d'Hervé Souvouni, de Marie-Dominique ainsi que Annie France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Tout va bien, j'espère. Très bien, merci. Tout va bien chez vous également à travers cette belle interactivité que nous vous offrons, hein, même au-delà de nos frontières. Vous faites partie intégrante de cette belle communauté qui est la vôtre, à laquelle vous appartenez désormais. Réagissez donc à souhait à travers nos différents canaux. D'abord, les différents canaux à vos portées. On a principalement la page Facebook sur laquelle vous pourrez interagir avec nous à travers vos avis, réactions, questions et questions qui font bien sûr de vous l'autre chroniqueur de cette émission. Vous likez la page si ce n'est déjà fait et puis vous apposez un commentaire au bas de la publication en y intégrant le fameux hashtag PPLK ou encore PopLoco. Pour la télé, vous pourrez nous joindre à partir de différents bouquets. Le bouquet Canal Plus Horizon disponible sur les 203 pour StarTimes 740 et puis vous sur la télécommande de numéro 3 de la TNT pour nous suivre en HD. Allez, certaines mesures restrictives ont été levées, mais vigilance doit être encore de mise. Pour ce faire, il faut, et au quotidien, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique ou antibactérien avec lequel vous devez vous frotter la main. Tout simplement, Marie-Dominique. Et si vous voulez tousser ou éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement. Et si vous n'avez pas de mouchoir, il faut le faire dans le creux de votre coude. Le mètre de distanciation physique entre vos proches et vous, observez-le, c'est important. Et sortez toujours avec vos cache-nez. Et enfin, le numéro d'urgence à 119. Après la civilité, la sensibilisation, place au sommaire. Et conditionnel de Pipolémique, vous êtes conviés à rejoindre l'équipe pour un entretien pédagogique et instructif. Détendez-vous, vous rirez dès les premiers instants grâce à des blagues à l'ivoirienne. Parlons de pédagogie pour ce numéro de Pipolémique. L'équipe a voulu mettre les petits plats dans les grands. Pour cause, la grande prêtresse de la danse est dans nos murs. La reine Wara Wara Liking est sur notre plateau aujourd'hui. Et pour démarrer la semaine, un sujet didactique comme le personnage de ce numéro proposé, dont l'intitulé est « Formation qualifiante au métier des arts et réussite sociale ». Were Were Liking Nyepo livre son expertise en attendant de la recevoir avec beaucoup d'amour. C'est Hervé Souvouni que nous recevons dans la séquence à l'ivoirienne. Allez, beau clin d'œil, hein, au sourire. Hein. Il y a un gars très nerveux qui me raconte sa matinée. Il dit ce matin, dans ma galère, je rencontre mon prof d'anglais. Il me regarde et puis il me dit « Oh, Zoku Norbert, how are you? How's your family? » Je lui ai dit « Oh, champion, avance là-bas. » L'homme a fait un « Ah oui, ah oui, ah oui. » Quoi? Oui, ah oui. Apparemment, l'anglais, Est-ce que c'était pas toi, Hervé? L'anglais, lui, ça va pas. Il dit à quoi? Ah oui, ah oui. Ah. Et en soirée, il va chez sa copine, sa fiancée. Il lui dit, l'homme lutte baka et fait parler avec apprenti pour venir te voir. Tu me regardes, tu me demandes, j'ai garé où? D'ailleurs, mais en tout cas, c'est fini. Il est nerveux, ce mec. Il est très nerveux, en fait. Non, c'était fini. Il y avait un peu plus longtemps que ça, en fait. Mais pourquoi lui demander ça? C'est juste ce prétexte. Ouais. Merci beaucoup. Merci Hervé Souvouni. Permettez-nous de vous rappeler que cette émission, vous pourrez la suivre à partir de vos différents téléphones, smartphones. Pour ce faire, vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile et cette application est disponible tant sur Play Store que App Store. Si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, ne vous inquiétez surtout pas. Vous vous rendez sur la page YouTube de la 3 et puis vous pourrez profiter des différents replays mis à votre disposition. La fabuleuse aventure de Were Were Liking dans ce numéro de PPLK, on en parle juste après ce serveur. Les Ivoiriens l'appellent Wara Wara. Quant à ses enfants, les pensionnaires de son village, eux, l'appellent maman. Une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est le talent de la fondatrice du Keyi, Wara Wara Liking Nyepo.
Actrice polyvalente, elle fait de grandes choses depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Les projets, elle en a plein la tête, l'inspiration aussi. C'est cette grande dame de la culture africaine, la reine-mère, que nous recevons sur le plateau de Pipolémique. L'invité de ce numéro est une autodidacte pluridisciplinaire et reconnue dans le monde. Écrivaine, poète, chorégraphe et peintre, cette native de Bondé au Cameroun est issue d'une famille de musiciens et élevée par ses grands-parents paternels dans un milieu culturel traditionnel. Installée en Côte d'Ivoire depuis 1978, elle écrit des pièces de théâtre, des romans, des essais et des contes et plus encore. Elle fonde en 1983 avec Marie-Josée Ourantier, une autre metteur en scène, un groupe de création artistique nommé le Kimbok ou le Village Ki. En 2000, elle reçoit le prix du Prince Claus et en 2005, le prix Noma de publication africaine pour son livre La mémoire amputée. Avec nous ce soir, une des rares bibliothèques de l'art contemporain africain. Merci de recevoir Were Were Liking Nyepo. Tapis rouge déballé pour notre invité, un invité de choix, de taille également, que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici dans ce numéro de PPLK. On vous rappelle que cette émission, elle est interactive à souhait. N'hésitez pas, vous avez la latitude, la possibilité de poser vos questions, de donner votre avis à notre invité qui nous fait l'honneur de répondre présent à notre invitation. Were Were Liking sur le plateau de PPLK, c'est à saluer, tout simplement. Bonsoir, Were Were Liking. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Toujours aussi gracieuse. Ah oui. C'est de la grâce qui se dégage dans l'expression de cette dame. Je le disais, hein, vous êtes l'une des rares gardiennes de l'art contemporain africain. J'ai envie de dire, aujourd'hui, vous acceptez de porter cette casquette? Est-ce que j'ai le choix? Bien envoyé en tout cas. La question elle reste posée. Alors, de la pédagogie culturelle au cœur de ce numéro de PPLK, mais on va parler également de formation qualifiante au métier des arts et de réussite sociale. Mais nous allons également nous intéresser à vos derniers écrins. On a là Statut Colon, paru quand déjà? C'est paru juste avant le Massa. Les deux livres sont parus avant le Massa. On n'a pas encore eu l'occasion même de les présenter au grand public. On espère que quand tous ces mouvements actuels seront passés, qu'on sera plus serein, on fera ce qu'il faut pour que tout le public puisse y avoir accès. Mais en exclusivité, déjà, vous les avez sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Nous avons également 50 ans de peinture et de poésie, l'éternelle reine que nous vous proposons également en exclusivité que la régie, voilà, 50 ans de peinture et de poésie. Were Were Liking. On en parle dans quelques instants dans cette émission, mais avant, on va forcément parcourir la carrière et le vécu de notre invité, histoire d'en savoir davantage. À l'état civil, vous êtes Eddie Njok Liking. La question qui me taraude, c'est pourquoi Were Were? Ce n'est pas Were Were. C'est bien que bon, j'assume. Si on veut que je sois Were Were, je peux le faire. Non, loin de nous. Mais mettons que c'est Were Were. Ah bon, Were Were. L'intonation. L'intonation est un peu à l'ivoire. Ça change Oui, tout. ouais. Voilà. Were Were. Alors, Were Were Liking, c'est mon nom de femme. Et dans mon peuple, quand on avait la chance d'entrer dans sa belle famille pour la première fois, si votre belle famille vous apprécie, on vous donne un nom à vous. D'accord. Qui va vous qualifier, qui va vous identifier désormais dans votre nouvelle place. Et c'est ainsi ce nom m'a été donné par ma première belle-mère. Et Were Were Liking, parce que mon épouse s'appelait Liking. Et bon, je n'ai pas changé de nom quand on s'est séparés. Donc Were Were, c'est le nom qui désigne les personnes qui sont très douces et brillantes. En tout, alors. Voilà. D'accord. Pas besoin d'en rajouter, sans commentaire. Ça fait
Ça désigne un tissu, un velours de soie, le velvety. D'accord. Velvety, c'est le nom anglais, velvety, que les Bassa ont récupéré pour dire were were. Ça désigne donc ce velours de soie très moiré, Cette très douceur. La soie, c'est Voilà. quand même la classe. Hein. C'est ça, donc c'est le nom que ma belle-mère m'a donné. Et quand j'ai publié pour la première fois en 77, c'est ce nom-là que j'ai mis. Et puis les publications qui sont venues après ont ajouté Liking. Et puis voilà, donc Were Were Liking. C'est ça, mais je peux aussi faire Were Were. Ouais, Liking Nyepo, une artiste qui appartient à son époque, à son temps, une artiste intemporelle qu'on vous présente à travers ceci. L'art africain valorisé sur les différentes scènes de ce monde à travers cette prêtresse qu'on est très heureux d'avoir sur notre plateau, n'est-ce pas, Annie? Exactement. Wara Liking, vous êtes pleine de volupté, vous êtes à vous seul une bibliothèque. Et nous aussi, on a envie de connaître votre histoire. Quand et comment est née cette flamme artistique en vous? Je pense que c'est une histoire de contexte. D'accord. Voilà. Dans la cour de mes grands-parents, il y avait des grands aèdes qui venaient déclamer des épopées pendant des nuits entières. Hein. Donc, j'ai passé mon enfance dans un cadre où je ne savais même pas que ça s'appelait de l'art. C'était notre manière de vivre. Naturel. Ça faisait partie de notre vécu au quotidien. Donc, les contes, les épopées, les danses traditionnelles, les chants. Ma grand-mère chantait le mbé. C'est une forme d'art chanté qui raconte les genèses. Moi, ça s'appelle Mbé. Mbé. Le mbé, et elle était chanteuse de ça, donc elle raconte pas les histoires, mais l'origine. L'origine, carrément la genèse. Hein. Voilà, des genèses des histoires. Et puis, il y avait ma grand-tante, la petite sœur de mon grand-père, qui était une danseuse du nding. Le nding, c'est la danse des nœuds symboliques. Ce sont des danses initiatiques qui véhiculent des messages codés, mais des messages quand même. Donc, voilà le contexte dans lequel j'étais. Et nous sommes dans quelle région du Cameroun? Nous sommes dans le centre du Cameroun, dans le département d'Union Ekele. C'est le peuple Bassa. Bassa, voilà. On comprend que vous êtes d'une famille de musiciens, de chanteurs et de danseurs, mais on a l'impression que votre amour pour l'art en général est plus gourmand, voire insatiable, puisque vous vous intéressez à la peinture, en plus de la littérature, au théâtre et tout ça, comme si une seule discipline artistique n'arriverait pas à vous combler. Qu'est-ce qui explique cela? Moi, j'ai fait l'école primaire en 3 ans. Et puis, ça s'est arrêté là. Voilà. En 3 ans. Voilà, en 3 ans. Et maintenant, je devais entrer Au collège? au collège. Mais bon, Wow. des situations vraiment incroyables m'en ont empêché. Donc, je suis restée avec mes grands-parents. D'accord. Mais tout au fil de ma vie, je n'ai fait que des rencontres. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je pouvais chanter. Donc, j'ai commencé à chanter avec eux, à grincer un peu de la guitare. J'étais d'abord chanteuse-guitariste. Après... Ça vous fait sourire, hein, cette époque, quand vous repensez à... Son rire est communicatif. Hein. à ce grincement de guitare. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que j'allais être un très grand peintre, alors que j'étais incapable de dessiner même le petit bonhomme. Bon, il m'a offert des choses, des outils pour que je puisse dessiner. Et quand j'ai commencé, je me souviens, c'était le jour de mon anniversaire, un 1er mai 1968. J'ai fait 10 tableaux. 10 tableaux, le premier jour. Tellement que je mélangeais des couleurs, n'importe comment. J'ai fait. Quand il est venu, il y avait une dizaine de feuilles qui avaient déjà été exploitées. Et il a dit oui, je ne me suis pas trompée. Et voilà, c'est parti comme ça. Et ça ne s'est jamais arrêté. J'ai continué à peindre. Ça fait cette année, en fait, ça fait 50.
54 ans. 54 Ouais. ans de peinture. Waouh. Alors, vous adorez l'art, vous êtes polyvalente, ça on le sait, mais il y a forcément une discipline artistique dans laquelle vous excellez plus que les autres. Ça dépend des moments. Vous voyez, là, pendant la Covid-19, je n'ai fait que écrire. Tous les jours, j'ai consacré au moins 12 heures par jour à écrire. Donc, j'ai produit un recueil de poèmes qui s'appelle Migration de la parole, que j'ai déposé à une maison d'édition qui a déjà accepté. Ah. Il m'a envoyé les corrections pour pouvoir le publier. Et avant-hier, j'ai mis un point final à un nouveau roman. Voilà. Donc, C'est relatif. Hein. voilà. Donc, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je suis sur scène tout le temps. Il y a des périodes où je suis sur la peinture. Par exemple, tout le dernier semestre de 2019, j'étais tout le temps en train de peindre. Je pouvais y consacrer autant de temps. Voilà, c'est comme ça. Ça vient... Et en plus de votre polyvalence, vous êtes très attaché aux cultures et aux rites africains. Oui. Justement, africain sacré, c'est cela même la quintessence de vos enseignements. Pourquoi ce choix? Mais écoutez, la plus belle femme du monde, n'est-ce pas, ne peut donner que... Et ce qu'elle a. Le plus bel homme aussi, d'ailleurs. Ah. Et donc, j'ai été formée par mes grands-parents, j'ai été formée dans les traditions africaines que j'ai appris donc à apprécier, à en connaître un peu la profondeur. Et quand je me suis retrouvée ailleurs dans le monde, je n'avais que ça comme référent. Et c'est par rapport à ça que j'ai eu des soifs pour mieux comprendre et élargir ce que j'avais, pour mieux comprendre même la valeur de ce que j'avais. J'ai dû passer par là, donc... On sait que votre base, ce sont les danses africaines, Oui. traditionnelles. Est-ce qu'il vous arrive de mêler des danses d'ailleurs, des danses urbaines d'ici et d'ailleurs, à vos chorégraphies? La notion de contemporanéité ne qualifie pas un genre, c'est une période. Ce qui est contemporain maintenant sera classique ou traditionnel dans un certain temps. Donc ça dépend. Nous étions dans un contexte, moi j'ai été élevée dans un contexte rural, mais c'est très tôt que je me suis retrouvée dans un contexte urbain. J'ai donc mes références de mes origines, qui sont aujourd'hui, on peut appeler traditionnelles, mais à cette époque-là, elles étaient juste aussi contemporaines, parce que c'est ce qui se passait en ce temps-là. Donc moi, je pense que, évidemment, l'urbanité a apporté plus d'ouverture vers d'autres choses. Ce qui est vraiment moderne chez moi, c'est la cohabitation de toutes les cultures africaines en même temps dans les villes. Quand vous êtes à Abidjan, vous ne pouvez pas ignorer le mbalax sénégalais, vous ne pouvez pas ignorer le makossa, vous ne pouvez pas ignorer les warba, vous ne pouvez ignorer aucune des danses africaines parce que c'est ça qui est contemporain. Nous sommes aujourd'hui à une période où toute l'Afrique est à notre portée. Et donc, quand nous faisons ces choses, mélanger toutes les danses de Côte d'Ivoire déjà sur le même plateau, c'est contemporain déjà. C'est parce qu'avant, chacun faisait pour lui, chez lui. Et aujourd'hui, cette contemporanéité, elle n'est pas seulement en ville. Moi, je fais de la danse de création. Je ne suis pas une spécialiste de danse traditionnelle. Par exemple, comme mon aînée, père son âme, qui vient de partir, à qui nous venons de dire au revoir. Eh bien, elle était une maîtresse des danses traditionnelles de Côte d'Ivoire. Ça, personne ne peut lui disputer ça. Je parle de Rosemary Guiraud. Mais à son âme et avec tout mon respect. Et donc, elle avait la maîtrise de ça. Moi, j'ai fait des recherches dans toutes ces danses. Je ne peux pas dire que je suis la spécialiste du gla ou du zaolé ou de je ne sais pas quoi. Mais je me suis nourrie de tout cela pour créer mes mouvements. Donc, quand je fais une création, eh bien, je fais une sélection de mouvements que je mélange pour faire mes chorégraphies. Et ça, c'est de la création maintenant. Ce n'est plus une spécialité traditionnelle
d'où que ce soit. Et comme je suis quand même de ce temps, on ne peut pas me renier non plus la contemporanéité, n'est-ce pas? Parlons de création, justement. Justement, ce qu'on comprend là, c'est que vous faites de la création avec toutes les danses africaines, qu'elles soient modernes, traditionnelles ou contemporaines. Est-ce que ça vous arrive de mêler aussi à toutes ces danses-là des danses venues d'ailleurs, de l'Europe Oh, mais c'est déjà tellement immense. Je n'ai pas déjà épuisé tout ce qu'il y a en Afrique. J'adore les danses d'Afrique de l'Est. J'adore les danses de l'Afrique australe. Il faut déjà que je puisse faire avec tout ça avant d'aller chercher là-bas où je ne... D'accord, ça va venir peut-être plus tard. Peut-être, oui. Non, moi, je n'ai vraiment aucune barrière. Hein. Je ne voudrais pas me limiter. Mais je voudrais quand même, quand je fais quelque chose, essayer de l'approfondir autant que possible et essayer de le rendre le mieux possible. Voilà. D'accord. Puisqu'on a l'époque des roues-casse-casse, qu'est-ce que vous en pensez, ces danses assez acrobatiques qu'on utilise aujourd'hui dans le coupé-décalé, dans le rap un peu aussi? Mais c'est une quête de performance des jeunes. Donc c'est tout à fait normal. C'est un apport des jeunes, surtout des jeunes citadins. Et même aujourd'hui, dans nos villages, on trouve des télévisions. Les jeunes aussi, dans les villages, voient des choses. Donc, c'est leur expression à travers les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire d'abord les moyens physiques. Ce qu'il faut, c'est les amener à découvrir davantage la profondeur de leur âme, de ce qu'ils sont vraiment. Au-delà de ça, comment jugez-vous cette expression, justement? Vraiment, moi, il y a des gens qui sont extraordinaires, hein, qui excellent dans ces domaines. Il y a aussi des médiocres qui viennent essayer d'appliquer un peu, pas comme dans toutes choses. Mais il y a vraiment des grands danseurs là-dedans. Et il faut tout simplement... Ce ne sont pas les artistes, surtout les acteurs sur la scène qui manquent en Afrique. Nous avons des jeunes qui sont fabuleux. Extraordinaire. Ce qui est plus rare, c'est des metteurs en scène disposant de suffisamment de vision pour conduire cette jeunesse à des choses encore plus élaborées, pour valoriser ce qu'ils savent faire. Donc, c'est à ça que nous, on essaye. C'est pour ça que nous insistons sur la formation. La formation, on en parlera dans quelques instants à travers l'axe qui arrive. Le temps pour nous de ressasser un peu votre arrivée à Abidjan, 1978, si la date est exacte. Oui, c'est-à-dire la fois où je suis venue et où je me suis installée, c'était en 78. Mais j'étais déjà venue en 75 pour faire ma première exposition de peinture à l'international. C'était à l'Hôtel Ivoire. Ouais. Non, c'était d'abord au CCF de l'époque. Et puis finalement, j'ai également exposé à l'Hôtel Ivoire. En 1978, quels étaient votre projet de base à votre arrivée? J'étais de passage. Je venais de passer un an au Mali, où j'ai travaillé, où j'avais accompagné mon amie et sœur Marie-Josée Ouantier, qui était affectée là-bas. Et bon, j'ai découvert des choses qui m'ont passionnée. Bon, elle n'a pas duré là-bas, elle est restée une année scolaire. Moi, je suis restée un peu plus longtemps qu'elle. Donc, j'ai passé un an au Mali à traquer un peu les prêtresses du dîner, dont le culte des djinns au Mali, ce sont des femmes, c'est un culte de femmes. Et ça m'intéressait beaucoup, surtout tout ce qu'elles utilisent comme technique pédagogique traditionnelle pour la formation des jeunes et surtout pour la thérapie, pour la guérison des maladies aussi bien physiologiques que psychologiques. Donc je suis restée là-bas et ça m'a tellement passionnée. Comme mon premier texte, On ne raisonne pas le venin, avait été un peu mal accueilli dans mon pays natal, mon époux m'avait dit, écoute, ne rentre pas tout de suite, reviens en France avec ta copine, puis on verra quand ça va se calmer ici. Bon, moi j'ai dit, je ne veux pas vivre en France, je veux vivre en Afrique. Donc j'ai eu un projet de rentrer au Cameroun par la route.
Et je me suis dit que j'allais passer au moins 2 mois par pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Et je me disais que d'ici là, je pourrais rentrer tranquillement au Cameroun, on m'aurait un peu oublié. Mais je suis arrivée en Côte d'Ivoire, donc dans ce contexte, et je ne m'attendais pas du tout à y passer le reste de ma vie. Alors, qu'est-ce qui vous a retenu? Monsieur Houphouët-Boigny, parce que c'est vraiment un grand monsieur. Eh bien, sa Côte d'Ivoire était une Côte d'Ivoire où il était permis à l'excellence. Si tu avais un minimum d'excellence quelque part, tu trouvais une place. On cherchait les gens qui sont excellents dans un domaine. Et bon, moi je suis arrivée là, je cherchais à rencontrer des prêtresses, qui fassent un peu la même chose au Mali. Et j'ai fait la connaissance de Jean-Marie Adjafi, qui m'a dit « Ah, mais il y a des comiens et tout ça !» J'ai dit « Voilà, mais je vais aller là-bas. » J'ai commencé à... Et puis un soir, on s'est retrouvés dans un dîner. Il y avait le recteur de l'université d'Abidjan à l'époque, de Côte d'Ivoire, parce que c'était une seule université à cette époque-là. On a échangé sur ce sujet des rituels, de rites et de guérison et tout ça. Et le recteur m'a posé beaucoup de questions. Et à mes réponses, il m'a dit « Waouh, est-ce que vous avez des notes sur ça? Est-ce que vous écrivez un peu? Je lui ai dit « Oui, tous mes travaux, j'écris au fur et à mesure. » Il m'a dit « Est-ce que je pourrais voir ça ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » J'ai amené ce que j'avais déjà comme écrit sur les rites, sur toutes mes recherches au Mali et ce que je faisais déjà ici en Côte d'Ivoire, mes remarques et tout ça. Et il m'a dit, mais vraiment, j'ai besoin de quelqu'un comme vous dans mon institut de littérature et d'esthétique négro-africaine. Je lui ai dit, mais monsieur le recteur, excusez-moi, mais moi je ne peux pas travailler dans une université, je n'ai pas le niveau. Et il m'a dit, moi j'ai besoin de vous. Si vous pouvez me faire la synthèse de ces travaux, par exemple, comme vous avez commencé avec les comiens, moi j'aimerais bien publier de ce genre de choses et j'ai besoin de gens comme ça dans mon institut. Le niveau, on va voir comment on peut vous classer là-dedans, mais ce travail-là m'intéresse. Et c'est ainsi qu'on m'a proposé de travailler à l'université. Et je me suis trouvée... Et ça, c'était possible sous Houphouët-Boigny, parce que si tu prouves que tu peux faire quelque chose, c'est ça. On cherchait juste que la personne qui veut s'exprimer puisse le faire à un niveau dont la Côte d'Ivoire puisse être fière. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis de rester là. J'ai eu un poste, un contrat de 2 ans que j'ai renouvelé 2 fois, et après j'ai dit non, je ne veux plus renouveler, je veux créer mon propre espace. Et cet espace-là, c'est justement la création d'un centre culturel ici en Côte d'Ivoire qui va voir le jour. D'abord, la fameuse Villa Kiyi, aujourd'hui Village Kiyi. Quel parcours, anecdotes et souvenirs, formations, on en parle, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, quelles étaient les formations que vous proposiez justement dans votre centre culturel? Au début, mon idée était de théâtraliser. C'est-à-dire, en fait, ma quête, c'était, est-ce qu'il y a un théâtre africain? Parce que quand je venais du Cameroun, ma préoccupation, c'était le théâtre. J'avais des amis qui faisaient du théâtre et puis je les trouvais tellement brillants, ces messieurs-là. Mais quand ils faisaient leur spectacle, je n'étais pas satisfaite. Et quand ils tenaient toujours à ce que je donne mon avis, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je leur disais, bon, mais il manque quelque chose, il manque quelque chose. Et puis, il y a un jour, il y a un qui m'a dit, voilà, King, comme toi, tu sais ce que tu veux faire avec ton théâtre africain que tu veux là. Pourquoi tu ne fais pas? Et puis, nous aussi, on va voir. C'est comme ça que, pour écrire ma première pièce, j'ai commencé à me demander, mais comment je vais faire? Est-ce que même nous, on a du théâtre et tout ça. Moi, dans ma tradition, c'est quoi qui est théâtral? Et j'ai pensé au spectacle de mes oncles, voilà. Je me suis dit, voilà, c'est dans les rites là, c'est dans les... Je vais trouver. Donc j'ai écrit ma première pièce, je l'ai montée au Cameroun
Et puis donc, en arrivant, même au Mali et tout ça, je cherchais les bases pour un théâtre qui soit authentiquement africain. C'est ça qui m'a amené vers toutes ces dames-là, etc. Donc, à l'université d'Abidjan, j'étais, et comme mon amie et sœur, Marie-Josée Ourantier, elle était dans le domaine du théâtre. Donc, moi, j'écrivais mes textes et elle les mettait en scène. Et voilà, on a commencé à formuler quelque chose qui a été appelé à l'époque théâtre rituel. Et voilà, donc, j'ai vu qu'à l'université, je ne pourrais pas aller plus loin. Toujours aux premières années, et après, on ne va nulle part avec. J'ai dit, je veux voir si on peut vivre de ça, si on peut... en faire un métier. En faire un métier. Et vous finissez par prouver. Et voilà, donc j'ai commencé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins de formation. Besoin de formation incontournable. Donc j'ai commencé à utiliser les techniques pédagogiques d'éveil de l'esprit que j'ai trouvé chez les femmes dans mes recherches. Et vous créez la Villa Kiyi. Oui. Au départ, quel était le regard des populations sur cette villa? Les populations, c'était trop dire, c'était les élites qui étaient nos amis. C'était des chercheurs comme nous, c'était des enseignants, c'était des expatriés. Et quel était leur regard? Ils étaient enthousiastes. Et puis, nous avons rencontré des personnes passionnées comme M. Lori Guigui, qui avait construit un théâtre dans son village, le Ziriedoum, là-bas en pays BT. Et on allait donc faire notre théâtre dans la brousse avec les paysans. Et on a remarqué que là-bas, on était encore mieux compris qu'à l'université. Parce que les gens retrouvaient un peu leur code. Et ça nous a beaucoup aidés. Boni Niaoré, Dobé Niaoré, des membres du groupe Kifnobit, les Nafassi. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez participé à leur éclosion? Je crois que c'est eux-mêmes qui le disent. Mais je vais déjà clarifier quelque chose. Les Nafassi et les Kifnobit, ce sont mes petits-enfants. Ce sont les enfants de vos enfants. De mes enfants. Ils sont nés au village Kiyi. Alors, les gens connaissent beaucoup ceux qui étaient sur la scène et que nous avons poussés en tant que tête d'affiche. Mais dans le millier d'enfants qui sont passés par le village Kiyi, tous ne sont pas des têtes d'affiche. Seulement, la plupart d'entre eux, la majorité, au moins 90%, sont leaders dans le domaine qu'ils ont choisi. Que ce soit de la lumière, que ce soit de la sculpture, parce que nous en avons fait qui sont des grands sculpteurs aujourd'hui, nous en avons fait qui sont des grands éclairagistes, nous en avons formé qui sont des sonorisateurs, nous en avons formé qui sont des grands marionnettistes. En tout cas, c'est indéniable. En termes de formation qualifiante, le village Kiyi, voilà quoi, c'est comme on dit, le nec le plus ultra. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, ses preuves sont connues et sues. Une de ces preuves, on parlait de vos petits-enfants, mais un de vos enfants a un message à votre endroit et on pense que ça va vous faire plaisir. On le regarde ensemble et après on en parle. Salut, coucou. Were le king, aussi doux que du velours. Mais nous t'appelons Mamie, affectueusement notre mère, l'éveilleuse d'étoiles. Longue vie et santé à toi, Mamie. Tellement travailleuse qu'elle est née un 1er mai, le jour de la fête du travail. Lente est la marche de l'escargot. On n'entend certes pas le bruit de ses pas, mais n'en voit-on pas les traces? Si lente soit-elle, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Non, c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Quelques phrases de toi que nous gardons encore dans nos cœurs pour travailler toujours dans notre esprit. Bye bye, mamie. Big up. Ciao, ciao.
Merci. Merci à Bassa Bomou. Voilà quoi. Également acteur culturel, mais il était transfuge du village Kiyi. Il faut rappeler également que c'est le père de Didi B du groupe Kif No Beat. Ouais. Un rapport assez étroit avec les pensionnaires de ce village. Oui, au début, quand j'ai vraiment décidé d'ouvrir le village, après ma séparation avec Marie-Jo, ce n'était plus la villa Kiyi, c'est devenu le village Kiyi parce que j'avais un concept. Je me suis vue en train de rêver à un nouveau peuple. Oh, carrément. Une nouvelle tribu qui rassemblerait, parce qu'à cette époque, nous avions des Béninois, des Camerounais, des Togolais, des Burkinabés, le village. Donc, dans ce village-là... L'Afrique en miniature. Voilà. Je voulais créer carrément une communauté qui ferait ses propres enfants, je ne pensais pas à un groupe un modèle. Donc, les jeunes... Les premières générations, les 3 premières classes sont restées vraiment longtemps avec moi. Il y en a qui ont passé plus de 10 ans, il y en a qui ont passé 7 ans, 5 ans au minimum et tout ça. Et des enfants sont nés. Donc, vraiment, c'était ça, la volonté. Mais vous savez, les parents ne partageaient pas toujours nos idées. Ils disent, ouais, elle vous exploite, c'est vous qui faites, et puis elle vit sur vous, et puis tout ça. Permettez-moi, un sujet qui revient toujours sur la table concernant la formation des artistes. Vous-même, aujourd'hui, experte en art, pour autant autodidacte, ce qui ne vous empêche pas d'être parmi les meilleurs dans le monde. Est-ce que les artistes doivent nécessairement passer par la case formation pour exceller? Cette question va faire l'objet d'un débat autour de cette table et nous allons permettre à nos collaborateurs de s'exprimer, de développer un pan de cette question et vous serez également mis à contribution. Vous pourrez donner votre avis concernant la question à poser. Selon vous, les artistes doivent-ils nécessairement passer par la case formation pour exceller? On dit bien pour exceller. Alors, moi, je pense qu'on a un exemple sur notre plateau. Le plus important, c'est d'avoir le talent. Donc, les autodidactes peuvent exceller. Donc, la formation, ce n'est pas une case obligatoire pour moi. Oui. Pour Marie-Dominique, ce n'est pas le cas? Effectivement, un artiste, c'est une vie. Vivre de son art. On n'a pas besoin de passer par une formation pour pouvoir vivre. Et l'invité sur le plateau le démontre clairement. Et moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense qu'il faut formellement se former. Formellement. Se former. Parce que l'art, ce n'est pas un métier à tout va. Je pense que tous ceux qui embrassent une carrière artistique doivent quelque part exceller dans un domaine, sinon dans plusieurs domaines, comme c'est le cas de Warren King sur ce plateau. Effectivement, tu as posé une très très bonne question. Pourquoi elle forme? Elle était autodidacte, mais elle a appris quand même. Ça peut être une exception. Je suis d'accord, mais en même temps, elle a appris auprès de ses grands-parents, elle a dit sur ce plateau, de ses grandes tantes. Donc elle avait toutes ses potentialités qu'elle a mises au service des jeunes, qu'elle a formés aussi dans son centre culturel. Donc moi, je pense que quelque part, il faut forcément passer par une formation parce que justement, l'art, être un artiste, c'est un métier noble. Quand vous dites autodidacte, ça veut dire quoi? Vous croyez que ça veut dire qu'on n'a pas été formé? Mais au contraire, mais qu'on s'est formé, qu'on s'est obligé à se former, soi-même. Voilà, donc la formation est incontournable. C'est vraiment incontournable. Les personnes qui m'ont fait croire en moi, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai été obligée de me former auprès d'elles. Essayer de comprendre leur métier, d'apprendre, de me cultiver dans ce domaine. Quand j'avais 18 ans, j'avais déjà lu plus de 500 livres, parmi lesquels des textes aussi ardus que L'Idiot de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, Les Misérables. Wow. De Victor Hugo. J'avais lu tellement de livres que les gens qui parlaient avec moi étaient étonnés de voir mes références. Mais je me suis formée. J'ai lu énormément et jusqu'à aujourd'hui, je continue à dévorer des livres. Et j'ai beau dire à mes jeunes, vous ne pouvez pas prétendre à faire un art en restant ignare vous-même. Parce qu'il faut respecter la personne. Toi, tu vas venir danser
devant quelqu'un qui danse peut-être mieux que toi. Si tu n'as pas été formé, que tu n'as pas réfléchi à l'art de la danse, et que tu as trouvé tes propres mécanismes pour exprimer ta danse avec excellence, eh bien, tu seras juste un petit amuseur public. C'est pour ça que la plupart du temps en Afrique, les gens ne respectent pas les artistes parce que nous sommes majoritairement relativement incultes. Alors, une introspection qui a permis la mise en place de la Fondation panafricaine qui, pour la formation de la jeunesse à la création et au développement par la culture, on en parle un peu? Oui. Nous avons dû former des gens. Vous voyez des gens comme les Boumou Mamadou, les Boni Niaouré, ce sont des gens qui n'ont pas reçu la formation que de moi. J'ai fait venir des formateurs en chant opéra. Il y a eu des gens comme les Tromasika pour venir leur apprendre à lire la musique, à comprendre. J'ai eu des gens, des chanteuses d'opéra qui sont venus du Canada et de France pour leur apprendre le chant. Il y a eu pas moins qu'un relèvement pour venir faire la direction musicale et les former, les accompagner pendant 2 ans avant qu'on ne puisse créer un spectacle comme un Touareg s'est marié à une Pygmée. Quelqu'un ne pouvait pas sortir juste, par exemple, d'une école de théâtre et jouer dans un Touareg. Ce n'est pas possible. Parce que ces gens-là ont été formés, mais alors, à la façon des militaires, c'est-à-dire avec... Les militaires, oui. Voilà. Pour obtenir ce résultat qui n'est peut-être pas aussi visible, mais les gens voient la différence. Tout à fait. Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de beaucoup de formations, comme vous avez entendu, mais pas seulement la formation théorique, mais d'abord le déclenchement intérieur. La formation intérieure, c'est ça qui a conduit donc à des choses comme la nécessité de créer la Fondation panafricaine pour la formation de la jeunesse à la création, et au développement par la culture. Alors, différentes actions que mène cette fondation, des actions post-Covid, d'insertion d'enfants en situation de rue également, depuis juillet 2020, je crois, depuis juillet de cette année. Non, en fait, nous avons lancé l'idée en juillet, mais c'est pour préparer les gens pour pouvoir faire ça, parce qu'il faut qu'on cesse de faire des choses tout seul. Il faut qu'on puisse faire des choses de manière plus formelle. Et ça, c'est le projet actuel de notre fondation. Mais c'est un projet spécifique. Alors, en quoi consiste ce programme en lui-même? Ce programme consiste à soutenir l'action gouvernementale du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui a recueilli des enfants de la rue dans le cas de la Covid, là, et qui les ont casés un peu à droite, à gauche, pour les mettre à l'abri. Quand même, ils étaient trop exposés comme ça dans la rue. Et nous, on s'est dit, bon, et après, qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants-là? Et comme nous, on a cette expertise pour la formation, on a décidé de proposer une formation à au moins une 50aine d'enfants. Parce que malheureusement, nous n'avons pas les moyens de faire plus. Et de toute façon, nos infrastructures ne pourraient pas accueillir plus pour être efficaces, surtout dans le temps bref. Parce que le programme, c'est une année. Une année. On peut faire 2 ans si on trouve les moyens, mais ça devrait suffire pour que les jeunes, en partant de là, ceux qui ont envie de s'exprimer à travers les arts, parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de s'exprimer à travers cette voie. Donc, le projet consiste à rassembler, avec accueil sur place pour 20 et 30 autres qui viendraient donc des centres où ils ont été placés, pour recevoir une formation qualifiante. Donc 50 enfants l'année, donc 20 internes et 30 externes. 30 externes. Okay. Mais nous ne pouvons pas faire ce projet si nous ne sommes pas soutenus
par le ministère lui-même qui a initié et par le district d'Abidjan, dont les enfants sont dehors. Ça les concerne d'abord les premiers. Donc, plus toutes les autres municipalités qui peuvent vouloir s'associer. Nous tenons à donner cette formation pour que les efforts d'accueillir les enfants ne soient pas tombés dans l'eau. Alors, un appel à lancer aux différentes institutions. On a déjà le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant. Il y a le district d'Abidjan, il y a toutes les municipalités d'Abidjan qui peuvent se sentir concernées et qui peuvent peut-être avoir des enfants qu'eux-mêmes ils accueillent déjà ou qu'ils ont mis à l'abri quelque part et qui peuvent les amener. On leur demande de s'impliquer comme nous pour que nous puissions ensemble, c'est une initiative citoyenne, ça n'a pas beaucoup de prétention, ce n'est pas parce qu'on a des moyens, mais parce qu'on pense que les moyens que nous avons... Aujourd'hui, quand tu dis que tu as des moyens, tout le monde voit l'argent. Mais il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont du savoir. Et il y en a qui ont du savoir-faire. Oui. Voilà. Oui. Belle chute en tout cas pour nous, pour se projeter ensemble avant la fin de cette émission sur l'avenir du village Kiyi. Comment vous voyez l'avenir de ce village? J'ai beaucoup de rêves dans ma tête. D'abord, je voudrais trouver un terrain en pleine forêt pour faire vraiment l'école. Pourquoi forcément la forêt? Pour amener les enfants à avoir un peu plus de bon sens. La nature. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Moi, je suis une fille de la forêt, alors je connais mieux la forêt. D'accord. Si j'étais une fille du désert, que je connaissais les secrets du désert, peut-être que je leur demanderais de venir, parce que je pourrais leur passer les secrets du désert, mais je peux leur passer les secrets de la forêt. Et j'aimerais donc faire une grande école, vraiment, et où on recevrait beaucoup d'enfants et où on leur apprendrait, on leur transmettrait ce qu'on a pu rassembler depuis là. Parce que dans le contexte de la ville, les modèles qui nous sont proposés aujourd'hui, les modèles où les enfants sont obligés de porter même le nom d'autres pays, et tout ça, c'est un peu compliqué pour nous. Donc, ce que nous, on a à apporter aux enfants, on ne peut pas être assez efficace dans ce contexte-là. Donc, je rêve d'une école où on va avoir un vrai bois sacré. Vraiment très africaine, ancré dans la tradition africaine. Et où on va concrétiser notre créativité, parce que je leur dis tout le temps, la création, ce n'est pas seulement celle des œuvres d'art, c'est d'abord fondamentalement la création de solutions à ses propres problèmes. Ouais. Et à de meilleures conditions de vie pour soi-même et pour son entourage, c'est-à-dire l'environnement, la famille, les amis et tout ça. Il faut pouvoir résoudre nos propres problèmes. On ne peut pas continuer comme ça éternellement à attendre tout des autres. Et ce rêve-là, nous le portons avec vous parce que nous aimons tout simplement votre africanité, nous aimons votre Afrique. Were Liking Nyepo, nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission, mais avant, on ne saurait passer sous silence cet appel qui, on espère, vous fera le plus grand bien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour la Reine-Mère, Madame Nyepo. Bonjour la télévision, bonjour le plateau, bonjour Pipolémique. Je suis Pape Nyepo et je me permets d'intervenir dans cette émission pour notifier et quand même clarifier, sinon apporter mon soutien, ma version positive envers cette dame. Béni sois-tu, ma chérie, sincèrement, et que Dieu te permette encore de vivre longtemps pour pouvoir continuer cette mission qu'il t'a transmise. Aujourd'hui, grâce à toi, il y a eu plein d'étoiles qui se sont éveillées, qui gagnent aujourd'hui leur vie. Mais malgré ça, tu ne t'arrêtes pas, tu continues toujours en train de bosser, non seulement pour le continent, mais pour l'humanité. Sois bénie, ma chérie. Que Dieu te guide. Je ne peux rien te donner, te demander, sinon que le bonheur. Que Dieu fasse que tu vives le bonheur éternellement.
et que tu aies toujours cette conscience qui, maternellement parlant, nous permet d'être ce que nous sommes, nous permet d'être fiers en tant qu'Africains, en tant qu'êtres humains. Béni sois-tu, Madame Yepou, ton tendre époux qui t'aime bien. Je te fais un gros bisou. Et merci aussi à Pipolémique pour le choix des personnalités capables de nous permettre d'atteindre une dimension élevée. Que Dieu nous guide. Je te fais un gros bisou encore. Que du bonheur, 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 bonheur. Bisous. Ah, merci au grand frère Pape Niepo. On va applaudir ce message parce qu'il est rempli d'amour, rempli d'émotions. Et ce sont les valeurs que nous partageons ici dans cette émission. Were Liking Niepo, merci infiniment d'être passé. Oh là là, c'est très beau. Merci pour votre combat pour la culture africaine. Aujourd'hui, votre nom est inscrit au panthéon de cette culture africaine et vous pouvez être fiers de votre œuvre. Vous pourrez être fiers de votre vie. Ici, nous, vos enfants, vos petits-enfants, nous vous portons. On va se quitter avec un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit du monde entier, tout simplement. Oui, je vais commencer par remercier mon coordinateur général du projet actuel, qui est M. Guy Mimi, qui est un acteur culturel connu sur la place, qui a accepté de nous accompagner, de coordonner ce projet-là. J'espère vraiment que nous allons pouvoir atteindre une efficacité et je le remercie. Maintenant, je remercie votre télévision et toute votre équipe, très sympathique, de m'avoir invité ici pour parler du village. C'est une longue expérience, c'est une expérience bizarre parce que mon pays me reconnaît mon travail, me donne des médailles, mais il serait peut-être quand même temps qu'ils acceptent de nous reconnaître d'utilité publique. Voilà, donc je les remercie pour les décisions qu'ils prendront en haut là-bas pour reconnaître en fait. Parce que je suis commandeur quand même de l'ordre du mérite. Je ne sais pas à qui je dois commander quoi. Message reçu, très important, merci. On rappelle que ces différentes œuvres sont encore disponibles. 50 ans de peinture et de poésie, l'éternelle reine disponible. Et puis on a un statut collant, toujours de Were King, lui, disponible aux éditions Nei Seda. En tout cas, merci infiniment à maman d'être passée. Merci à cette équipe pour ce numéro. Merci à vous téléspectateurs d'être toujours aussi assidus et fidèles à cette émission. Et vous le savez, on sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez leur dire.